Je sais pas si vous avez vu, la nouvelle de rentrée, news de rentrée, actu de rentrée, où une directrice d'école, dans le Cantal, a mis fin à ses jours, le jour de la rentrée. C'est une histoire qui est intéressante à plusieurs égards. Donc il y a un article, je vais vous lire l'article du Monde, qui en parle, hein. Donc Caroline Grandjean, une directrice d'école victime de harcèlement homophobe, s'est suicidée le jour de la rentrée dans le Cantal. En gros, c'est une directrice d'école qui était lesbienne, donc avec une femme dans un petit bled de 300 personnes. Et elle avait commencé à recevoir des menaces de mort, des insultes écrites dans la cour de l'école, en mode sale gouine, etc. etc. Et elle avait fait part justement de son harcèlement, le rectorat n'avait rien fait, et aujourd'hui, le jour de la rentrée, elle a mis fin à ses jours. Clairement, la date n'est pas anodine, quoi. Il y a aussi un aspect de ras-le-bol, à la fois de souffrance terrible où à l'approche de la rentrée, tu dis bon ben en fait non, je peux pas, quoi. Je peux juste plus vivre. Il y avait un article l'année dernière. Il y avait déjà eu un article en effet avec Euroknack parce que on avait déjà entendu parler de Caroline Grandjean. Donc Caroline Grandjean, directrice d'école dans le village de Moussage, dans le Cantal, a été retrouvée morte lundi matin, a annoncé mardi 2 septembre le parquet d'Aurillac, confirmant une information du Parisien. La piste du suicide est privilégiée pour expliquer la mort de cette institutrice lesbienne de 42 ans qui avait été la cible d'insultes et de menaces homophobes pendant plusieurs mois. Le corps de Caroline Grandjean a été découvert sans vie par les gendarmes en contrebas d'un site escarpé à Anglars de Salers, près de son domicile, précisait Sandrine Delorme, procureure de la République d'Aurillac, à l'AFP. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de recueillir tous les témoignages et permettre à la famille d'apporter tous les éléments, même si l'acte ne pose pas de questions particulières, a-t-elle ajouté. Et en fait, ça, il y a un truc de... C'est un suicide, très probablement. On parle beaucoup du taux de suicide des personnes LGBT. C'est un homicide détourné. Quand tu te prends un harcèlement avec des menaces de mort répétées, qu'autour de toi personne ne fait rien, ces gens-là t'ont tué. C'est pas juste oh là là, t'allais pas bien dans ta tête, t'étais un peu mal. Non, non, il y a toujours une cause en fait. Et c'est aussi pour ça que quand on parle des statistiques de taux de suicide chez les personnes LGBT, c'est jamais un truc, parce que souvent c'est utilisé par l'extrême droite, par les homophobes, etc. pour dire ah bah là, regardez, c'est la preuve qu'ils sont un peu malades mentaux dans leur tête, c'est qu'ils se suicident, donc voilà, donc l'homosexualité, c'est la preuve que tu es dans la négation de la vie, parce que de toute façon, un zizi dans un anus, ça ne fait pas d'enfant. Mais en fait, c'est utilisé par les homophobes pour dire bon, bah circuler, il n'y a rien à voir, c'est la preuve que c'est des malades mentaux, alors qu'en fait, la vérité, c'est que le taux de suicide est un indicateur en fait de l'homophobie. C'est pas pour rien que à chaque fois, on regarde dans les les récapitulatifs que fait SOS Homophobie chaque année de la progression de l'homophobie en France, etc., que le taux de suicide est assez important et occupe une statistique assez importante. C'est parce que on a quand même un consensus depuis le début de la sociologie et qui est depuis que Durkheim il a dit eh oh, le suicide c'est pas qu'un truc médical, c'est aussi un truc social. Donc littéralement depuis la naissance de la sociologie, que le suicide est une affaire d'environnement social et que en fait si une catégorie de personnes ont un taux de suicide supérieur à la moyenne, supérieur au reste de la population, c'est que le contexte dans lequel ils vivent, etc. Durant l'année scolaire 2023-2024, cette directrice d'une école à classe unique avait retrouvé des tags et une lettre anonyme avec menace de mort en raison de son orientation sexuelle. Elle avait été alors arrêtée temporairement par son médecin avant de reprendre son activité. Depuis la fin du mois d'avril, elle était de nouveau en arrêt de travail, a déclaré le rectorat de Clermont-Ferrand. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet, mais celle-ci n'avait pas permis d'identifier les auteurs et avait été classée en mars 2025. C'est quand même pratique, hein. T'es dans un bled de 300 personnes, t'as une classe unique et hop, on sait pas. Peut-être que si tu trouves pas la personne, peut-être que faut prendre en charge le village en entier. Ça va, hein, un petit bled du fin fond du Cantal. Il y a des moyens d'amener la justice qui ne soit pas forcément punitive pour protéger les personnes en fait. Dans un patelin tout se sait. Mais oui, dans un patelin tout se sait. Attends, si dans un petit village, tu sais qui est homosexuel, qui couche avec qui a eu un enfant avec le facteur, tu peux rapidement savoir qui a envoyé des menaces de mort. Et en vrai de vrai, il y a un truc, il y a un truc genre la police aurait pu faire son travail, etc. Il y a un aspect comme ça, tu vois, genre oui, il aurait pu y avoir une enquête, etc. Mais outre ça, si il y a un phénomène comme ça qui arrive dans un collectif humain aussi petit, il y a une question à poser d'un point de vue de la justice transformatrice. Parce qu'en fait, ok, une fois que tu trouves la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu la fous en prison, tu lui fous une amende, bon, ça va rien changer. Ça va juste faire que les gens, ils vont avoir honte, ils vont se dire, oh là là, vraiment, les gens, ils ont parlé de nous, alors que nous sommes un petit village sans problème, et du coup, ils vont encore plus en vouloir à la personne qui s'est plainte. Ils vont encore plus en vouloir à la victime, parce que c'est la Pouki, parce que machin, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi pour ça que quand on parle de justice transformatrice, tu t'adresses au collectif, tu t'adresses à l'aspect complet en fait du collectif humain qu'il y a autour et comment faire en sorte de à la fois protéger la personne et faire émerger une culture de soins mutuels, d'évolution éventuellement dans les mentalités et une logique où ce n'est plus possible de tenir des propos, faire des actes de cette nature, tu vois. Donc tu vois, je trouve que c'est vraiment un exemple typique dans lequel la justice punitive traditionnelle ne sert à rien et dans lequel justement
ce serait intéressant d'expérimenter des procédés autres, des procédés alternatifs. Parce que qu'est-ce que tu fais si tu as un village qui est dans une culture de l'omerta où personne te protège et en attendant tu as des menaces de mort? Comment tu fais pour briser ça? Bah oui, c'est tout le collectif entier qu'il faut adresser. C'est pas juste, oh là là, trouver le méchant qui a attaqué les trucs. C'est quoi les résultats législatifs à Moussage? LRRN. Bah putain, t'es pas dans la merde. Hein. T'es une directrice d'école lesbienne, t'es pas dans la merde. Hein. Premier tour, pareil. Hein. LRRN. Il y a 25 personnes qui ont voté France Insoumise et 2 personnes qui ont voté LO. Une enquête à valeur humaine elle n'avait pas permis d'identifier les auteurs. Donc voilà, ce truc-là de, en vrai, identifier les auteurs, c'est pas ça dont on a besoin dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, c'est le collectif humain entier qu'il faut soigner. C'est pas juste trouver le méchant et le punir. Non. Vif et moi, dans la communauté enseignante, l'académie suivait de près la situation de la professeure, préparant son retour en tenant compte de ses souhaits, a ajouté le rectorat dans un communiqué saluant la mémoire d'une figure respectée du Cantal et reconnue pour son engagement. La disparition de la quadragénaire le jour de la rentrée scolaire a suscité un vif émoi auprès des communautés enseignantes et homosexuelles. Caro, directrice d'école, a décidé de mettre fin à ses jours ce lundi de rentrée. Nous sommes dévastés, écrit mardi sur X le syndicat des directrices et directeurs d'école. La FSU-SNU-IPP, principal syndicat du primaire, souligne qu'elle a mis fin à ses jours après de longs mois de harcèlement lesbophobe sur son lieu de travail et réclame l'ouverture d'une enquête administrative afin d'éclaircir les différentes responsabilités au sein de l'éducation nationale qui, en tant qu'employeur, n'a pas été en capacité de protéger. L'enquête judiciaire devra conduire à punir ceux à l'origine des actes discriminatoires qui ont conduit notre collègue à mettre fin à ses jours, a réagi de son côté le syndicat UNSA dans un communiqué. L'enquête interne devra, elle, conduire à comprendre pourquoi l'employeur informé de la situation n'a pas réussi à protéger son personnel. Sur Instagram, Julia Torlet, la porte-parole de SOS Homophobie, affirme que l'éducation nationale a du sang sur les mains et que la lesbophobie tue. Interrogée par l'AFP, l'éducation nationale s'est dite profondément touchée par le décès tragique de la professeure et a annoncé l'activation mardi d'une cellule d'écoute dans la circonscription de son école. On va faire une cellule d'écoute pour savoir à quel point ça vous a choqué que la sale Gwyn mette fin à ses jours. Ils s'en battent les couilles. Et pourquoi ils s'en battent les couilles? Il y avait un trade qui avait été fait à l'époque. Mariée, une femme, Caroline, a subi les attaques d'un corbeau qui l'a menacée de mort et tagué. Donc ça, c'était vraiment là. Au début de l'année, un trade qui résume toute la situation et le degré de responsabilité de l'éducation nationale là-dedans. Selon les mots de son IEN, donc de son inspecteur d'éducation nationale, j'imagine, elle mène un travail extraordinaire. Celle-ci lui envoie d'ailleurs de nombreux professeurs débutants afin qu'ils apprennent à ses côtés. Donc voilà, tout bascule le mercredi 13 décembre 2023. Ce jour-là, on découvre sous le préau de l'école un tag homophobe. Caroline est consternée. Mariée à une femme, elle n'a jamais évoqué son orientation sexuelle en public. Tu sais, c'est vraiment genre typiquement le truc de vivons heureux, vivons cachés. Bon, je suis mariée avec une femme, je vis avec, mais j'en parle pas trop, je fais pas de vagues et c'est bien comme ça. Tu sais, cette espèce d'équilibre du silence que connaissent beaucoup finalement de personnes LGBT un peu partout en France, mais particulièrement dans des milieux homophobes. Tu vois, c'est en mode bon, le truc classique de si les gens arrivent à passer outre mon orientation sexuelle et me tolérer, ce sera déjà pas mal, tu vois. Elle n'a jamais évoqué son orientation sexuelle en public. Et si elle se doute que cela se sait malgré tout, parce qu'évidemment c'est un petit village, tout se sait, bien évidemment. Personne dans le village n'a de prime abord semblé gêné. Elle alerte immédiatement l'inspection. Elle alerte l'inspection qu'il y a un tag homophobe dans son préau, littéralement. Un conseiller pédagogique lui affirme alors « Ce n'est pas toi qui es attaqué, mais ta fonction. Tu dois rester professionnel. » Et ça, pour moi, cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout à la fois de la nature autoritaire de l'éducation nationale et de la culpabilité de l'éducation nationale. Déjà, un premier truc, ce n'est pas toi qui es attaqué, mais ta fonction. Et ça, c'est un truc qui est souvent répété. Hein. C'est que les profs, tout comme les flics, sont amenés à s'identifier au travers de leurs fonctions. Si on t'attaque, c'est ta profession qu'on attaque. Et donc, tu dois représenter l'éducation nationale dans tout ce que tu fais. Et donc, si jamais, c'est ça, c'est le pas de vague. Ça part de là, le pas de vague. C'est que si jamais tu faillis à tes obligations, tu fais tomber avec toi toute l'éducation nationale, tu salis la profession d'enseignant, de directrice d'école, etc. Et si jamais tu fais un truc bien, c'est à l'honneur de la profession. En fait, c'est que tu es dilué dans le collectif. Tu n'as pas d'identité. Donc, lorsque tu es attaqué directement, c'est le collectif qui est attaqué. Mais pas dans le sens où le collectif va te défendre, mais dans le sens où tu ne dois surtout pas réagir individuellement. Tu ne dois surtout pas faire de cas de ton cas individuel. Tu dois encaisser pour montrer que l'institution est puissante et qu'elle est au-delà de tout ça. Et en fait, c'est là vraiment le cœur de l'autoritarisme. Pour moi, il est dans cette phrase-là. C'est que tu n'es pas une personne, tu es dilué dans le collectif, tout comme le bon citoyen fasciste est dilué dans le collectif de l'État, de la pureté de son sang. Et là, tu dois rester professionnel. C'est ta fonction qui est attaquée. Donc, sous-entendu, si tu commences à te plaindre, là, tu vas être contre l'éducation nationale. Si tu commences à te plaindre et à en faire un cas personnel, ce que c'est en fait, parce qu'elle a reçu des... Enfin, sale Gwyn, c'est pas sa fonction qui est attaquée. Il ne me semble pas que sale Gwyn soit une insulte commune pour désigner les chefs d'établissement.
Je ne crois pas que ce soit une insulte qui soit communément admise en direction de cette profession. C'est un message clairement individuel. Mais si jamais tu réagis individuellement, là, c'est l'éducation nationale qui sera contre toi. Tu auras les harceleurs et l'éducation nationale qui vont te faire la guerre. Elle essaie de retourner au travail le lendemain, mais n'y arrive pas. Son médecin l'arrête jusqu'aux vacances de Noël. Elle prévient les parents d'élèves, dépose plainte et gère toute la paperasse inhérente à la situation. Bah oui, du coup, hop, t'as de la paperasse à faire. Bah non, pas de coup de main. Bah tu vas faire ça toute seule en fait. Sachant que l'éducation nationale, c'est son employeur. Hein. C'est ce qui a été rappelé dans l'article du Monde. L'éducation nationale est son employeur. Elle subit des violences et des menaces sur son lieu de travail. Normalement, c'est l'employeur qui doit être responsable. J'ai été non renouvelé parce que j'ai dénoncé mon supérieur CPE qui a laissé un jeune dormir dehors. On ne s'attaque pas au corps enseignant, on règle en interne, motif, manquement répété à ses obligations pro. Bah, mais bien sûr. Bah, c'est toute la culture de l'omerta. Et donc, c'est aussi pour ça que l'éducation nationale a du sang sur les mains. Quand on dit l'éducation nationale a du sang sur les mains, la lesbophobie tue, etc., j'espère que vous avez fait la démonstration que c'est pas juste des paroles en l'air, des trucs juste pour provoquer l'indignation. C'est aussi parce que concrètement, dans l'engrenage de la violence, c'est aussi. Les gens, Samuel Paty. Hein. Samuel Paty, la plus grosse insulte qui a été faite à sa mémoire, ça a été de récupérer sa mémoire pour encore plus renforcer la culture de l'omerta. De dire on a peur de dire quoi que ce soit parce qu'on a peur qu'il nous arrive une nouvelle Samuel Paty. Peut-être que justement, en utilisant Samuel Paty pour renforcer la culture de l'omerta parce qu'on a peur, bah vous allez encore plus créer des situations conflictuelles que vous ne saurez pas gérer, que vous ne saurez pas transformer, que vous ne saurez pas digérer. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais sur le village, un collectif humain qui est sain est censé savoir gérer les violences, est censé savoir gérer les conflictualités et les digérer de façon la plus saine possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, de rancœur, de ressentiment, à ce qu'il y ait un consentement le plus large possible, un consensus le plus large possible sur la façon dont on considère que le collectif a quelque part fauté dans, voilà. Et bah, quand on parle typiquement de l'école, quand j'avais reçu Elsa Deck-Marceau sur la justice transformatrice, justement, elle me parlait du fait que parfois elle était appelée par des écoles pour justement gérer des problèmes. Parce que c'est typiquement le genre de situation où bah, t'as un cas de harcèlement dans une école. On sait que le harcèlement, ça vient pas que d'une seule personne, c'est une culture qui est à l'échelle de l'école, c'est des groupes qui se mettent ensemble, etc. Et des profs qui venaient voir des collectifs comme le collectif Raka, etc. en mode bah on sait pas comment gérer cette situation, on n'a pas envie de faire un truc punitif parce qu'on sait que ça ne va absolument rien régler à la situation, que la culture du harcèlement va rester là, que la clique va se reformer, qu'il va y avoir des effets de vengeance, que machin, etc. Donc comment on fait en sorte de gérer ça pour restaurer des relations humaines et stables dans le collectif, quoi. Et en fait c'est ça qui est encore plus rageant dans la culture de l'omerta à l'éducation nationale, c'est que c'est typiquement un espace dans lequel on pourrait avoir recours à ce genre de trucs. On pourrait faire des expérimentations larges à l'échelle de l'éducation nationale et même à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un collège, d'une école, etc. pour ne pas se retrouver face à finalement ce qui amène la culture de l'omerta, c'est-à-dire ferme ta gueule, faut pas salir la profession. Faut pas salir la profession, du coup gère ça toute seule. Tu représentes l'État, donc ne fais rien, sinon c'est l'État qui va se retourner contre toi. Je comprends pas le rapport entre Paty et ce cas-là. Bah c'est typiquement un cas où il a reçu des menaces de mort et qu'il y a une culture de l'omerta qui s'est fait autour de ça et que bah il n'y a pas eu de résolution qui permette de débunker les mensonges qui avaient été dits à son encontre. Genre Samuel Paty, c'est vraiment un cas où c'est un engrenage de mensonges de une gamine qui ment auprès de son père pour justifier qu'elle a séché les cours en disant un mensonge, ensuite le mensonge qui est répété sur Facebook et qui continue, etc. Où bah, globalement il n'y a rien qui a été fait, il y avait eu des alertes qui ont été faites au rectorat et rien n'a été fait. Désolé, et ça a amené à la mort de quelqu'un. Bon, là, en l'occurrence, Samuel Paty s'est fait tuer, mais c'est la même logique d'omerta. Et maintenant, au nom de Samuel Paty, on renforce encore plus la culture de l'omerta, parce que vous comprenez, si on commence à soulever les failles qui existent à l'intérieur de nos classes, à l'intérieur de nos écoles, à l'intérieur de l'éducation nationale, ça va encore plus nous rendre vulnérables aux attaques de l'ennemi islamiste qui veut détruire l'État. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu construis la forteresse comme ça, bah évidemment qu'il ne faut pas montrer les petits cracks et les petits conflits, parce que ça révèle ta faiblesse, etc. Mais désolé, mais si ton bâtiment, il est déjà lézardé de partout, il est faible, point barre. C'est pas le révéler qui va changer quelque chose. À son retour en janvier, elle ne reçoit aucun soutien des parents ou de la mairie. Au contraire, ils se plaignent auprès de l'inspection d'avoir été mis mal à l'aise par le message de Caroline. Et c'est là que l'entièreté du village a du sang sur les mains. Et que l'éducation nationale est tout aussi complice. C'est que nous sommes un petit village. Il faut pas faire de vagues. Elle nous a mis mal à l'aise. Elle a trop parlé d'elle quelque part. Elle a parlé du fait qu'elle avait subi des insultes, etc. Après, les gens, ils vont parler de notre village en mal. Et c'est pas bien parce qu'il faut surtout protéger les apparences. Ils ont tellement bien protégé les apparences que la meuf s'est suicidée. Hein. Bravo. Hein. Pour un village qui voulait pas trop apparaître dans les médias, bravo. C'est comme ça. En plus, d'autant plus que c'est inefficace, la culture de l'omerta. Ça n'aide pas à régler les problèmes. Et en plus, ça empire les trucs sacrés, les trucs que tu veux empêcher que ça crée.
Genre, oh là là, ça nous met mal à l'aise, on voulait pas trop qu'on parle du village, oh là là, elle met une mauvaise réputation sur notre village, ben génial. Bah, maintenant avec son suicide, il a une super réputation, encore mieux votre village, hein. Ouais, les bonnes gens, bien sûr, les bonnes gens, hein. Considérant sans doute qu'il ne faut pas brusquer ces pauvres villageois, l'inspectrice décide d'enfoncer Caroline, lui reprochant son message, mais également toute sa communication avec les parents. Bah bien sûr, la meuf elle se prend des menaces de mort, du coup elle se met en arrêt maladie parce que, hé coucou, les risques psychosociaux, les trucs comme ça, parce que bah genre juste c'est beaucoup trop à supporter. Et du coup, à son retour d'arrêt maladie, l'inspectrice qui lui dit t'as fait de la merde, bah qu'est-ce que quoi, elle aurait dû faire un message d'arrêt maladie en mode coucou j'ai la grippe. C'est quoi, genre bonjour. Caroline ravale sa tristesse, mais le jeudi 7 mars, un nouveau tag abject est découvert à l'école. L'inspectrice s'empresse d'appeler Caroline. Pas pour la soutenir, non, mais pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas se mettre en arrêt, l'école doit continuer de tourner. Elle se forme malgré tout d'un communiqué laconique, co-signé avec les représentants des parents d'élèves et le maire pour condamner les actes du corbeau. La mairie rechignera longtemps avant d'envoyer ce courrier, tous la soutiennent comme la corde soutient le pendu. Donc même la mairie, elle est en mode bon quand même, c'est quand même une dinguerie, là il y a eu un nouveau tag, Gwyn égale pédophile, ah, quand même, là c'est le harcèlement continu en fait, genre je me suis mise en arrêt, je me sens pas bien, etc. Là le harcèlement continue, qu'est-ce que je fais? Coucou la mairie, est-ce que tu peux me soutenir? Parce que c'est quand même l'école primaire, ça dépend quand même des prérogatives de la mairie. Et la mairie dit, oh non, ça fait chier quand même, hein. Franchement, je condamne, mais de loin quand même, hein. Oh, elle nous fatigue quand même, la Gwyn, hein. En fait, c'est que le problème, c'est que dans ce genre de situation, quand t'as une telle omerta, tu sais, genre, tu sais, quand t'es inspecteur, tu t'en viens à te demander que bah, c'est le maire qui a fait le tag. Ou que c'est les parents d'élèves qui ont fait le tag. Parce que pour qu'il y ait une telle réticence à dire quand même c'est une dinguerie d'insulter comme ça la directrice de l'école, d'autant plus avec des insultes homophobes, quand même tout le monde traîne des pieds pour dire que c'est une dinguerie, tu dis bon bah c'est eux qui ont tagué en fait. Ils se sont tous passés le mot pour dire vas-y cette sale Gwyn on va la faire dégager. C'est évident tu vois, genre je sais pas, c'est un ou plusieurs des parents d'élèves c'est certain. Bah, Caroline obéit à l'inspectrice, et tant bien que mal, jusqu'à ce qu'elle reçoive à la fin du mois de mars une menace de mort dans la boîte aux lettres de l'école. Va crever sale Gwyn. Pour la troisième fois, elle porte plainte. N'en pouvant plus, elle s'arrête de nouveau. La directrice académique lui apporte son soutien et avertit le préfet afin que l'enquête avance réellement. Donc là, c'est bon, on commence à dire « Eh oh, coucou ! Coucou le préfet, coucou la police ! C'est une dinguerie !» Quelques semaines plus tard, la presse régionale parle de son histoire, ce qui exaspère au plus haut point la mairie et les habitants en raison de la mauvaise image que cela peut donner au village. Parce que le problème, c'est l'image. Après, bon, rappel pour qui ça vote ici. Hein. Rappel pour qui ça vote. Le maire de Mazan, mais bien sûr, rappelle que l'affaire Gisèle Pellicot, qu'on appelle assez communément l'affaire des viols de Mazan, le maire, il avait le seum. Parce que, oh là là, du coup, maintenant, dès qu'on va parler de Mazan, on va avoir ce fait divers atroce en tête, et ça met une mauvaise réputation sur le village. Il faut arrêter de dire l'affaire Mazan, s'il vous plaît, parce que du coup, ça entache le village. Bref, toujours le même truc, hein. Quelques jours après son retour, un nouveau tag est découvert. L'inspectrice se déplace à l'école pour demander droit dans les yeux à Caroline de réfléchir à ce qu'elle a pu faire pour qu'on s'en prenne à elle. Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour qu'on te harcèle comme ça? Bah je sais pas, peut-être qu'elle est lesbienne et qu'en fait t'as rien à faire pour que les gens soient homophobes en fait de base. Oui, sa jupe était peut-être trop courte, on sait pas. Ses cheveux étaient trop courts, peut-être, je sais pas. Ses cheveux étaient trop courts, ça faisait trop lesbienne, je sais pas. Quand on vous dit que l'éducation nationale, que l'entièreté du village a sa mort sur la conscience, enfin, s'ils en ont encore une, c'est pas pour rien, quoi. La directrice académique, elle, souhaite changer Caroline d'école. De directrice, elle deviendrait remplaçante dans une école 3 fois plus loin de son domicile. Bah, sinon, solution, tu te fais harceler par tout un village. On pourrait mettre en place de la justice transformatrice, on pourrait mettre en place des mécanismes de médiation, on pourrait mettre en place des trucs collectifs pour quand même adresser quand même pourquoi dans un village il y a une culture de l'omerta autour de ça, et même quitte à ce que ça fasse mal, mais au moins qu'on crève l'abcès une bonne fois pour toutes. Mais en fait, on va te muter beaucoup plus loin pour un poste de remplaçante. Voilà, on va te donner un moins bon poste, comme ça tu fermes bien ta gueule et tu dégages. Parce qu'en fait c'est ça, globalement, on lui propose de la mettre au placard. Oui, ça va être lesbienne ailleurs. Et tu vas voir. Peut-être qu'ils seront pas lesbophobes là-bas, on sait jamais. Hein? Voilà. 3 fois plus loin de son domicile. C'est pour son bien, lui dit-on. Mais Caroline est une combattante. Elle refuse de plier au corbeau. Elle est en mode non, quand même, attendez, c'est une dinguerie. Il y a quelqu'un qui vient taguer régulièrement dans la cour du collège des trucs lesbophobes. Genre, il y a un truc éducatif quand même à faire. Genre, ça concerne l'éducation nationale normalement. Genre, on peut combattre ça aussi. Bon, j'ai une amie dont la mère est directrice de lycée et lesbienne. Elle a toujours gardé une très grande discrétion quant à sa vie de couple connaissant à quoi elle s'expose. Bah oui, parce que l'horreur, on dit souvent que les gosses ils sont atroces, et à raison, les gosses ils sont atroces,
Mais les parents d'élèves, la violence des parents d'élèves, tu sais jamais sur qui tu tombes. Et puis rappelle que parents vigilants, rappelle que c'est la stratégie de Zemmour d'instrumentaliser les parents d'élèves pour diffuser des paniques morales et faire de la politique à l'échelle de la commune. Donc toute la logique parents vigilants, parents en colère, tout ça, tous les trucs qui ont été même quand même commencé pendant le mariage pour tous, hein, avec les ABCD de l'égalité, la journée de retrait des enfants. Ça a commencé globalement par des campagnes homophobes. Il y a quand même une histoire d'homophobie assez ancrée, quoi, et qui commence à l'école. C'est pas pour rien que l'école, c'est pas pour rien que on accuse les homosexuels d'être des pédophiles, c'est pas pour rien que c'est autour de l'éducation sexuelle à l'école que toutes les paniques morales ressortent, c'est pas pour rien que c'est autour des enfants LGBT, particulièrement trans, que toutes les paniques morales essaiment. Genre, ça vient pas de nulle part, tout ça. C'est parce qu'en fait, il y a une conscience que c'est par l'éducation que aussi tu commences à créer une société. L'école est la première société dans laquelle les enfants évoluent. C'est pas pour rien que tu as très vite des stratifications qui se mettent en place dans la cour du collège, entre les populaires et les pas populaires, entre ceux qui sont cool et les cassos, entre eux, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est l'expérimentation dans l'enfance à une petite échelle d'une micro-société. Sauf que cette micro-société, normalement, il y a des adultes qui l'encadrent. Et les adultes, ils ont aussi une responsabilité de l'encadrer d'une façon éducative parce que tu as un apprentissage civique dans le fait d'être dans un collectif humain. Et le fait d'être dans un collectif humain qui sait gérer des conflits, qui sait, comment dire, accompagner les enfants dans des situations difficiles, dans des situations de doute, dans des situations de conflictualité, etc. Ça apprend aussi aux enfants comment gérer dans leur vie d'adulte ce genre de conflictualité. Sauf que si les adultes ils considèrent déjà que ce genre de conflictualité ne doit pas être géré et qu'en fait c'est un petit peu mérité que les gens s'en prennent plein la gueule, bah voilà quoi. Dans mon ancien bled, il y a un collectif parents vigilants. J'ai discuté avec des parents d'élèves qui sont convaincus mordicus que les maîtresses apprennent ce qu'est la sodomie et la fédation aux gosses de maternelle et de primaire. Aucun n'a demandé à l'équipe pédagogique ce qu'il y avait dans le programme, mais c'est sur Facebook. Ah ouais. C'est bien parce qu'ils ont conscience de l'importance de l'école qu'ils la détruisent, hein. Ah, ça fait un peu Facebook boomer ce que je viens de dire. Mais en même temps, c'est Loki, c'est un peu vrai quoi. Qu'à cela ne tienne, puisque Caroline ne veut pas, la proposition devient une obligation. On lui annonce qu'elle sera déplacée de force à la rentrée. Pour son bien, pour sa protection. Donc elle est mutée de force, carrément. Un syndicat parle de l'affaire dans une publication et la presse nationale s'en empare. Face au tumulte, la directrice académique rétropédale. Pardon, pas de vague. On demande de nouveau son avis à Caroline, en pleine grande vacances. Celle-ci n'a pas changé d'avis, on ne peut pas lutter contre les discriminations en déplaçant les victimes. Elle demande à garder son poste. Oui, parce que il faut qu'elle puisse garder son poste. Parce que c'est son employeur qui est fautif de ne pas la protéger. Sauf qu'un nouveau tag vient salir l'école au mois d'août. Et là, après avoir tant encaissé pendant un an, Caroline craque. Elle ne supporte plus l'indifférence des parents, des collègues. Car si elle a reçu de nombreux messages de soutien de collègues de toute la France suite à la médiatisation de son affaire, pas un seul de sa circonscription ne l'a soutenue. Pas un. Incapable de faire la rentrée, elle en informe l'inspectrice qui la reçoit à sa manière. Après tout le bazar médiatique que vous avez remué cet été pour retrouver votre poste, vous abandonnez. Ah ben bravo, hein? Du coup, personne vous soutient et maintenant, rien que pour ça, vous abandonnez. Bah bravo, franchement, vous avez bien fait chier. Vous avez parlé de nous, vous avez foutu une mauvaise réputation et maintenant, tout ça, vous abandonnez. Bah oui, il y a peut-être eu un nouveau tag et peut-être parce que justement, vous avez servi à rien. Celle-ci lui lance également que c'est une bonne chose qu'elle ne revienne pas, car les parents et le maire, en colère suite aux nouveaux articles de presse, s'inquiètent d'un retour qui créerait de nouveaux problèmes. Et surtout qu'elle a réussi à se mettre le reste du village à dos, qui est convaincu qu'il faut absolument pas faire de vagues et que, oh bon, après tout, on s'en bat les couilles et qu'elle le méritait bien un peu cette salgouine. Bah du coup, là, en fait, tout simplement, ce qu'a fait l'éducation nationale, ce qu'a fait la mairie, c'est d'augmenter le nombre de ses bourreaux. Parce que c'est clair que, bah oui, tu reviens, tu vas prendre cher, en fait. Pas que des tags salgouines que tu vas recevoir. Au lendemain de la rentrée, la mairie publie d'ailleurs un message sur ses réseaux pour se féliciter de la rentrée sereine sans Caroline. Ok, comme ça suffisait pas qu'elle se fasse harceler par des gens anonymes, la mairie reprend son harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que ça suffisait pas. De la rentrée sereine sans Caroline, un message qui suscite des réponses indignées d'enseignants. Face aux réactions négatives, la municipalité n'hésite plus à attaquer Caroline sur les réseaux pour se poser en victime, dans une étourdissante inversion des responsabilités. Bah oui, du coup, maintenant la pauvre petite mairie de droite, qui est victime d'une directrice d'école qui a osé dire que quand même, fallait peut-être faire une enquête sur qui lui avait envoyé des menaces de mort. Non mais là je commence à dire que c'est le maire qui a fait les tags en fait. Genre à un moment, désolé, je suis dans une série Netflix, je suis dans un film policier, désolé mais bon le coupable il est très très clair quoi. A noter que les premiers et nombreux soucis avérés avec cette enseignante sont antérieurs à la manifestation de ce corbeau qui depuis monopolise toute l'attention. Voilà, on l'a détesté bien avant qu'on commence à la harceler, qu'elle ne commence à recevoir des messages d'un corbeau. Ces problèmes n'ont aucun lien avec la vie privée de l'enseignante, que la population a toujours respecté. Ils lui ont jamais dit salgouine en face d'elle, donc ils l'ont toujours respecté. Ah, ils l'ont écrit dans son préau, mais
ils l'ont pas dit en face, donc c'est de la tolérance. Vous comprenez pourquoi ça m'agace le mot de tolérance? Vous n'avez de visibilité que sur une infime partie de l'affaire. Non mais vous savez pas, en fait, on la déteste vraiment cette meuf, hein, vraiment. Vous pensez vraiment que la meuf, elle subit de la lesbophobie? Non, non, vous inquiétez pas, tout le monde la déteste. Pour conclure, ce village, ses parents et ses enfants, en majuscule, n'oublieront jamais le mal qui leur a été fait à travers tous vos propos ou publications. Voilà, maintenant, vous savez les victimes. Ils sont désormais stigmatisés, calomniés et pris pour cible. Cependant, ils restent dignes. Et contrairement à d'autres, font preuve de discernement et de respect. Le temps viendra où toute la lumière sera faite. La lumière est tellement faite qu'elle est arrivée au bout du tunnel, sale merde. L'intervention d'un syndicat auprès du préfet contraint le maire à supprimer cette publication diffamatoire, mais le mal est fait, Caroline s'enfonce un peu plus dans le désespoir. Elle se dit que l'histoire aurait dû rester cachée. L'inspection de l'éducation nationale, les parents, le maire, tous la font se sentir coupable, alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher. Elle n'entrevoit aucune issue à ce déferlement de haine. Et du coup, on sait quelle issue elle a trouvée. C'en est trop pour elle. Au fond du gouffre, elle tente de mettre fin à ses jours, mais on parvient à la sauver. Elle avait déjà fait une première tentative de suicide. 29 janvier de cette année. 29 janvier de cette année. Et donc aujourd'hui, elle a mis fin à ses jours. Définitivement. Mais comme c'était le nom de l'article qu'avait écrit Remedium, justement, qu'elle avait appelé ça cas d'école. Et c'est un cas d'école. C'est un cas d'école de responsabilité collective. C'est un cas d'école de harcèlement et de complicité de l'éducation nationale, de l'entièreté du village. C'est un cas d'école de comment un collectif social, humain, peut se retourner contre une personne et contribuer collectivement à sa mort. Et encore une fois, je finirai sur ce sur quoi j'ai commencé, mais c'est ça quand on dit que l'homophobie tue, que le harcèlement tue, etc. C'est que cette meuf, elle s'est pas suicidée en fait. Elle a été poussée à la mort. Elle a été victime d'un crime de haine. Ce n'est pas une affaire individuelle, psychologique, d'une fille qui était un peu pas bien dans sa tête et qui était quand même un peu psychologiquement fragile. Non, non, non. Elle a été brisée par l'entièreté du village, par l'éducation nationale, par le système répressif qui n'est incapable de donner d'autres solutions que l'omerta ou la mort. Donc l'omerta et la mort. Quel exemple pour un enfant LGBT dans cette école aussi, tu dois dire que la mort c'est un de tes seuls échappatoires vu que les adultes n'ont rien fait. Bah ouais. Voilà. C'est l'enfer sur terre ce patelin. Mais ouais, mais gouverneur du Diplodocus, c'est pas que ce patelin. En fait, c'est tous les patelins. En fait, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on dit que c'est un cas d'école et que Remedium a appelé ça un cas d'école, c'est parce que, en fait, c'est ce qui se passe dans tous les villages. Mais c'est ce qui se passe même dans toutes les villes. Ce genre de cas, ça arrive partout. C'est pas qu'une question de petits villages. C'est que la culture de l'omerta, si ça arrive à l'échelle d'un village, mais ça peut d'autant plus aussi arriver à l'échelle d'une grande ville. Parce que on peut dire que dans un collectif, dans un petit collectif comme un village, il y a une dilution de la responsabilité parce qu'il y a la culture de l'omerta, parce qu'on protège notre petite vie privée, parce que surtout il faut pas faire de vagues, il faut pas mettre une mauvaise image sur notre village, etc., etc. Donc t'as une logique où dans un petit collectif, le collectif se constitue en complice actif beaucoup plus facilement. Mais dans un grand collectif, tu as un effet de dilution de la responsabilité. C'est un petit peu en vrai ce qui s'est passé avec l'éducation nationale, etc. en vrai. Mais tu as un effet de dilution de la responsabilité où, après tout, on vit pas les uns sur les autres. On se connaît pas trop. Et puis on se connaît via nos enfants, mais bon, pas tant que ça. On n'a pas vraiment de vie sociale en commun. Donc bon, qu'est-ce qu'on y peut? Et donc tu as aussi un truc où en vrai, que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville, la dilution de la responsabilité, c'est la même. Elle prend pas les mêmes formes de violence. T'as pas comme là dans le cas du village vraiment l'entièreté du collectif qui se retourne contre toi. Mais on va dire dans un grand collectif, c'est plus une indifférence un peu qui feint d'être désolé, tu vois, mais qui fait pas grand-chose pour autant. Et en fait, c'est que la dilution de la responsabilité, c'est juste le mode défaut de base quand les gens veulent mettre à distance quelque chose qui les fait bader, quoi. Dans un petit village, le CPE homosexuel et out maintenait une image distante, méchante. Je comprends maintenant que c'était aussi pour se protéger à mort des parents d'élèves et de ses équipes enseignantes. Bah ouais. Mais je pense que c'est aussi ce qui peut amener des enseignants, des responsables pédagogiques à être d'autant plus violents et castrateurs avec les élèves. C'est qu'ils veulent pas que, je sais pas, au hasard, t'as un élève homosexuel. Putain, comment tu fais? Il subit du harcèlement, etc. T'es toi-même homosexuel. Toi, ta peur, c'est que du coup, les parents disent que c'est toi qui l'as contaminé. Du coup, ça peut aussi amener à des phénomènes où l'élève homosexuel s'en fait encore plus prendre plein la gueule par des gens qui justement sont en mode oulala, si c'est pas lui, c'est moi. Tu vois, genre, cette logique de base de harcèlement au collège en mode si c'est pas lui, ce sera moi, ça existe aussi entre adultes et enfants. Bon, même si en vrai, souvent les adultes se ressentent plus d'une grande responsabilité envers les enfants et généralement ils prennent aussi pas mal les coups, voilà. Mais enfin, certains essayent, on va dire. Généralement, c'est toujours le cas du seul prof homosexuel qui a alerté et qui s'est battu pour le gosse et qui se retrouve foutu au placard comme tous les autres. Mais très souvent aussi, ça peut amener à des logiques où l'élève s'en prend encore plus plein la gueule, ou alors même le prof s'en prend encore plus plein la gueule que les autres veulent continuer de cacher leurs petits secrets, quoi. Enfin bref, on a encore des histoires de placard, hein, décidément.
le placard tue. Dans une école privée parisienne, ça arrive aussi, mais bien sûr. Les gens, Stanislas, rien que Stanislas en fait. Stanislas, c'est le berceau de ce genre de truc, quoi. Voilà, voilà. Je tenais quand même à en parler. C'est bien d'avoir un truc concret, un peu, quand on parle d'homophobie, de responsabilité, même de justice transformatrice. Hein. Toutes mes condoléances à sa compagne et à ses proches, et que l'entièreté de ce village a bien se faire foutre, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.